c'est Julienne, Rémi Julienne, profession cascadeur. J'ai eu la chance de participer au tournage des James Bond, de Rien que pour vos yeux à GoldenEye. En voici les séquences les plus spectaculaires. Moteur. Les autorisations nécessitaient l'intervention de 4 ministères différents. Dans ces cas-là, il faut prendre possession des lieux à partir de 5 heures du matin. Il fallait qu'à 3 heures de l'après-midi, on ait déménagé absolument tout. Ce qui a nécessité une préparation auparavant sur un terrain d'aviation. On a absolument répété toutes les séquences. J'ai proposé à John Glenn, à sa demande, toutes sortes de trucs complètement fous, descendre des escaliers en marche arrière, rouler très très vite parmi la foule, sauter, accomplir un saut d'à peu près 25 mètres, atterrir sur le toit d'un bus en marche. La voiture, évidemment, continue, mais plus loin, est scalpée par une barrière et puis coupée en deux par une voiture parce qu'elle s'est introduite dans la circulation. Tout ça nous a demandé, évidemment, une préparation monstrueuse qui fait qu'on a eu besoin, en fait, pour le rôle d'une voiture, de 12 véhicules complètement différents. Dans la première séquence de la poursuite entre Bond, Roger Moore et Mayday, Grace Jones, Bond emprunte un taxi pour la poursuivre. Et cette séquence, qui ne comporte pas de prouesse mécanique impressionnante, nous a demandé malgré tout beaucoup de travail et une précision rigoureuse dans les moindres déplacements de la R11 de Bond, des passants et des véhicules de figuration. Là, par inadvertance, s'il y avait une petite erreur, ça risque de paralyser le tournage vraiment pendant plusieurs heures. Alors, le travail des cascadeurs qui jouaient le rôle des piétons est aussi important que les qualités de pilotage du conducteur de la R11. Cette séquence est vraiment un parfait travail d'équipe. Alors, pour faciliter la descente des escaliers de la R11, ceux-ci ont été huilés afin de permettre à la voiture de mieux glisser. Et les cascadeurs présents dans les escaliers vont obliger, là encore, le pilote à maîtriser totalement son véhicule. Cette scène est répétée d'abord plusieurs fois avant d'être tournée afin que toutes les mesures de sécurité soient prises pour chacun des participants. Le saut sur le bus nous a demandé par contre une préparation très lourde matériellement. J'ai emmené mon équipe à Coulommiers afin de procéder à des essais pour définir les vitesses des deux véhicules, bus et voiture, et mesurer la longueur du saut adéquate ainsi que le point d'impact idéal. Afin de préserver la voiture et le pilote, mon fils Michel, après chaque saut, j'ai eu l'idée que j'avais déjà expérimenté auparavant sur des spectacles d'utiliser un coussin amortisseur constitué de carton pour tenir lieu d'airbags, d'absorbeurs d'énergie. Cette solution peu onéreuse et parfaitement efficace nous a permis d'effectuer plusieurs sauts sans dommage, ni pour le pilote ni pour la voiture. Si on a plus, on va plus loin, et là on a seulement 130. Il fallait que le bus se cale à un point donné et à un moment très précis. Quelques mètres d'écart, une fraction de seconde de retard, et ça peut être le drame. Les essais séparés du bus et de la voiture nous permettent d'évaluer le point d'impact et de déterminer quelle allure les véhicules doivent adopter pour être parfaitement synchronisés. La synchronisation est primordiale pour ce type de cascade. La précision requise est de l'ordre, là, vraiment du centième de seconde.
Après le premier essai, la voiture a piqué du nez en sortant du bus. Le point d'impact était parfait, mais il a fallu rectifier la trajectoire de la voiture en sortie de bus. Nous installons un déflecteur sur le toit, à l'avant du bus, afin de corriger cette trajectoire qui n'était pas bonne. On projette l'avant de la voiture pour qu'elle accomplisse un saut à peu près horizontal. Le deuxième essai n'est pas encore complètement concluant et le réglage du déflecteur est modifié. Troisième essai est parfait. Nous repartons pour Paris. Nous sommes prêts pour le tournage. Avant de tourner le saut sur le bus, la réalisation décide de filmer les plans d'approche, les plans d'ambiance, c'est-à-dire les plans du slalom de l'Aéronce au milieu de la foule et de son arrivée sur le tremplin. Tout comme la séquence du vol de taxi, celle-ci demande un réglage minutieux des déplacements de chacun. La caméra est installée dans le coffre de l'Aéronce et nous équipons spécialement la voiture afin de recevoir l'appareil. En fait, nous avions une douzaine de voitures, 11 ou 12 voitures, pour le rôle d'une seule voiture. C'est une particularité de notre équipe d'être capable d'opérer ce type de travail, ce qui nous permet d'être complètement impliqués dans le film. Et les plans obtenus avec des montages caméra tels que celui-ci sont toujours très payants au moment du montage car ils permettent de dynamiser encore l'action et surtout de bien faire comprendre ce qui se passe. Les approches du tremplin sont également filmées grâce à une caméra située à la place du conducteur, qui est censée représenter la vision du pilote de bond, ce qu'on appelle des plans subjectifs. On évite dans le scénario un bateau qui obstrue le passage sur le côté du camion, qui l'oblige à emprunter la rampe du camion. Pour accentuer l'effet de la scène durant laquelle il fonce, puis évite de justesse le bateau, le plan d'approche sur le bateau est tourné dans un décor factice. L'Aéronce passe au travers, seule l'arrivée sur le bateau sera utilisée, pas le choc. L'effet de vitesse sera ainsi conservé. La montée sur le tremplin de l'Aéronce va également faire objet de différents plans, pour bien déterminer quelle est la meilleure place des caméras. Encore une fois, il faut des essais, de nombreux essais pour synchroniser les cascadeurs sur la rampe et le pilote de l'Aéronce. Il est bien évident que plus ça passe près, plus l'effet est garanti. Et toujours un œil dans la caméra, forcément, parce que je collabore étroitement avec le réalisateur et le chef opérateur. Une cascade n'est pas uniquement une prouesse mécanique, il faut également la magnifier, l'amplifier par la manière de la filmer et surtout de la monter. Pour ça, il faut le matériel nécessaire pour que le monteur puisse utiliser et ait au moins plusieurs solutions. Nous arrivons enfin au moment de tourner le saut sur le bus, ce fameux saut de mouton, le Tuchengo,
comme nous l'appelons désormais. Les essais de vitesse du bus et de la voiture recommencent, je ne veux absolument rien laisser au hasard. La voiture doit prendre la rampe à une vitesse de 113 km à l'heure. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Le bus met 13 secondes avant d'atteindre le point d'impact idéal. La vitesse de la voiture est déterminée par rapport au temps de placement du bus. Nous effectuons un saut dans les conditions de tournage, un essai qui sera d'ailleurs filmé par les caméras de John Glenn, comme s'il s'agissait d'une première prise. Certains paramètres ont changé par rapport aux essais de Coulommiers, puisque nous avons changé de lieu, de nature du sol, et tout le monde en est bien conscient. Ce qui fait qu'il y a eu un petit problème, c'est-à-dire une rupture d'un organe de suspension. Les voitures sont tellement sollicitées qu'on ne s'est pas méfié et qu'il y a eu cette faille qui nous oblige à recommencer. Il n'y a pas eu de conséquences. Michel, le pilote, s'en tire bien, étant donné toutes les protections, disons la sécurité passive de la voiture. On s'aperçoit véritablement qu'à chaque fois, il n'y a rien d'établi, qu'il faut tout reprendre à partir de zéro et que tout n'est pas sûr, mais que c'est vraiment aléatoire. Maintenant, nous sommes prêts à tourner. La séquence de la barrière fut également délicate à mettre au point. Bond arrive en contresens de la circulation. Avant même de mettre au point le décapitage de l'aéron, il a fallu régler son arrivée face aux voitures qui se présentaient. Le danger était un choc frontal intempestif. De plus, en ligne droite, il aurait suffi de se coucher au moment du choc contre la barrière et de tenir le volant, le tour était joué. Là, nous tournions dans un S. Il fallait donc corriger la trajectoire de la voiture à l'aveugle, vraiment sans aucune visibilité, tandis qu'elle était scalpée et surtout, à ce moment, j'avais pris le volant. Les véhicules qui venaient en contresens devaient, eux, tenter de m'éviter. Je me suis baissé au moment où la voiture a été scalpée. Mais on n'avait pas pensé au fait que les essuie-glaces qui se sont mis en marche de manière intempestive ont fonctionné, mais au lieu de s'appuyer sur le pare-brise, ils venaient à chaque fois me racler le nœud des doigts, alors que je devais véritablement me livrer à une manœuvre très très précise de correction continuelle pour tourner d'abord à droite, puis tourner à gauche. Ce sont des erreurs qui peuvent se présenter et qui peuvent avoir des conséquences très importantes. Maintenant, avec Jean-Claude, là, pour voir si techniquement notre mouvement va bien. Et puis après, on ferait tout le mouvement sans couper la voiture pour juger. Après avoir été scalpée, la voiture doit être percutée par un autre véhicule qui la coupait en deux. La voiture a été prédécoupée pour céder facilement au choc, mais elle devait être heurtée à un point vraiment très précis. La préparation du véhicule était particulière puisque celle-ci ne devait se séparer qu'au moment du choc, ni avant ni après. La voiture fut entièrement conçue dans nos ateliers. La voiture coupée en deux, lisse sur ses tôles. Il a fallu interrompre les circuits de freinage, mettre un réservoir spécial en relation directe avec le moteur devant, avec des bâtons spéciaux qui sont fixés sous la voiture. Ça produisait ces étincelles. Et c'est pas facile à conduire dans ces conditions-là. On tourne à gauche un peu trop brutalement, la voiture va à droite. Mais Roger Moore a tenu quand même à la piloter pendant un moment pour faire son arrivée jusque sur le pont avant qu'il ne saute sur le bateau.
À l'issue de ce film, Tuer n'est pas joué, Cubby Broccoli et John Glenn me demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour la prochaine fois. Je leur ai proposé donc une séquence qui mettait en œuvre des énormes camions semi-remorques et c'est à partir de ce moment-là qu'a été prise la décision de fabriquer le centre de Cerny, qui est un engin extrêmement rationnel pour pouvoir satisfaire toutes les demandes, même les plus importantes, de n'importe quelle production. Et nous a permis d'opérer dans des très très bonnes conditions pour le film Permis de tuer. J'ai donc proposé cette séquence. Les scénaristes ont trouvé l'argument qui était de transporter de la drogue dans les citernes pour la distiller après le passage de la frontière. Donc la séquence du camion en équilibre sur deux roues, dérapage de la citerne, son décrochage pour éliminer un autre camion et le tracteur qui se cabre pour échapper aux flammes. Toutes ces séquences ont évidemment nécessité de préparer des camions d'essai. Et nous avons travaillé à Cerny sur une série de camions américains, parce qu'on ne savait pas exactement quelle était la marque qui allait nous être confiée par la suite. Une béquille hydraulique permet au pilote de s'entraîner à mettre le camion en équilibre et le maintenir surtout sur ses deux roues. Cette béquille sert de garde-fou au cas où le camion se serait couché sur le côté. Par la suite, elles ont été retirées. Les essais suivants sont effectués sans béquille. Arrivé au Mexique, nous avons dû changer de marque de camion. À l'origine, nous avions travaillé sur des Mack et maintenant il s'agissait de prendre des Kenworth. La structure est complètement différente de ceux que j'avais utilisés pour les essais. Il a fallu repartir de zéro et retravailler sur la flexibilité, la rigidité pour arriver à changer les réglages qu'on avait établis à Cerny. Tous ces véhicules ont été préparés dans les ateliers de Kenmex au Mexique et dans les studios de Churubusco à Mexico City. C'était véritablement 6 semaines de contre-la-montre et nous sommes arrivés véritablement à être prêts la veille du tournage. Le tournage peut enfin commencer pour la partie cascade. Alors le pilote du camion est obligé de recommencer les essais avec le Kenworth cette fois. Et alors d'abord avec le tracteur seul pour bien déterminer ses capacités à rester en équilibre sur le côté. L'asphalte a beaucoup de mal à résister au poids du camion parce qu'il fait une chaleur absolument torride. Et il faut savoir qu'on a eu beaucoup de mal à opérer avec cette citerne, ce qui fait que ça nous a obligés à en couper une tranche d'1,50 m de longueur. On a, ma foi, pu réussir, mais avec quel mal à faire tenir ce camion en équilibre sur le côté et surtout à le diriger avec une extrême précision. Mais le pilote Gilbert Bataille, vraiment un expert en matière. Le tournage de la séquence roquette est véritablement très délicat. On s'est aperçu au tournage qu'il y avait une telle fumée de produite que c'était impossible de filmer de l'arrière. Il a donc fallu rectifier le tir et pour maintenir cette roquette bien en ligne, on avait tendu un fil d'acier entre la caméra et le talus sur lequel le camion prend son appui pour se mettre en équilibre. Alors, à charge pour le pilote du camion de tenir cet équilibre et vraiment maintiennent le tracteur exactement dans sa trajectoire pour qu'on voit bien la roquette passer sous le ventre de la citerne. Et c'était vraiment une mission impossible, mais grâce à la virtuosité de Gilbert Bataille, tout s'est bien passé. Lorsque le camion retombe sur ses roues après le tir de la roquette, il doit écraser la Jeep des bandits.
Alors, des essais ont été réalisés au préalable en simulant la Jeep avec des boîtes de carton. Alors, ça nous a demandé quand même assez longtemps parce que Gilbert Bataille étant sur le côté gauche du camion, il ne voyait absolument pas l'endroit où il fallait que la remorque tombe. Mais ceci dit, après quand même une vingtaine d'essais, il a bien réussi son coup et il retombait toujours en précision sur la Jeep. 2 essais différents ont été tournés et ça a fonctionné à chaque fois parfaitement. Les pneus étaient crevés de la remorque. Elle effectuait un énorme dérapage pour venir se mettre en équilibre au-dessus de la falaise. Et je m'étais mis dans l'idée de faire cette chose-là, personnellement. Quand la productrice Barbara Boccoli s'est avisée que c'était moi qui étais au volant, elle m'a véritablement viré pour ne plus que je m'expose, étant donné les responsabilités que j'avais sur le film. Alors pour la séquence suivante, Bond décrochait la remorque qui dévalait et pour aller taper dans un autre camion qui était sur le lacet inférieur. Il s'est produit un incident pendant les préparations de cette séquence. Les câbles se sont cassés et la citerne a dévalé la pente. Entendant le bruit infernal de la chute, je me retourne et je me demande pourquoi ils ont commencé sans prévenir personne. En fait, c'était des câbles qui avaient cédé. Nous tournons maintenant la vraie séquence, et cette fois qui est totalement réussie par Chris Cobold, qui est le patron des effets spéciaux anglais. La citerne dévale la pente, percute une autre citerne qui passait, et ce qui fait que 2 camions sont éliminés à cette occasion. C'est l'explosion. La séquence du passage dans le feu nécessitait que la cabine du tracteur fût nettement plus haute que d'habitude. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de faire se cabrer ce tracteur. Effectivement, ça demandait un moteur extrêmement puissant et aussi une grande dextérité de la part du chauffeur parce qu'il n'y avait pas de volant pour diriger la manœuvre. C'est simplement des freins qui agissaient ou sur le côté gauche ou sur le côté droit du tracteur. Il était piloté par Jocotte. Pour le faire se lever, il y avait un moteur qui faisait près de 1200 chevaux. Et nous avons lesté l'arrière du tracteur avec un lest très important, ce qui assurait la levée du camion par effet de contrepoids à partir du moment où il y avait vraiment à l'embrayage une mise en action très rapide et la puissance du moteur faisait le reste. Les essais se sont montrés très concluants malgré pourtant notre scepticisme du départ et la séquence a été mise dans la boîte sans problème. GoldenEye est le 6e James Bond auquel je participe. John Glenn a laissé sa place à Martin Campbell pour la réalisation et Timothy Dalton à Pierce Brosnan pour le rôle de James Bond. Je me retrouve alors dans le sud de la France avec l'équipe, à Gréolières, dans les Alpes-Maritimes. Pour le duel automobile opposant Bond et la bad girl de l'histoire, je dois mettre en compétition une Aston Martin DB5 et une Ferrari 355. Mon gros problème à l'origine est que la Ferrari Fabuleuse Machine est une voiture de course déguisée en voiture de route. L'Aston Martin devait être une DB7, un véhicule très moderne, très récent, mais finalement la production a conservé la DB5, qui par rapport à la Ferrari est très difficile à manier. Il a donc fallu équilibrer la performance de ces 2 véhicules pour que leur différence de puissance ne se sente pas à l'écran, donc diminuer les capacités de la Ferrari et augmenter celles de la DB5. La Ferrari est une voiture tellement fabuleuse en tenue de route qu'il est impossible de la faire déraper. On a donc décidé de cramponner les pneus, on leur a mis des clous qui permettaient sur l'asphalte de la mettre beaucoup plus facilement en travers. Il y a également un système qui nous permet de jeter du liquide sous les roues, commandé depuis le tableau de bord. Nous avons ensuite effectué toute une série d'essais sur le lieu de tournage afin d'effectuer tous les réglages nécessaires sur la mécanique pour ne pas perdre de temps pendant le tournage.
des gags de la poursuite du duel automobile était le virage que la Ferrari doit couper pour passer devant l'Aston Martin. Et ces têtes de vitesse sont d'abord nécessaires pour synchroniser les deux voitures et surtout qu'elles ne se heurtent pas en sortie d'action. L'Aston est beaucoup plus lourde à diriger que la Ferrari et le pilote, qui est Dominique Julien, doit faire preuve d'un réel talent pour effacer les différences flagrantes entre les deux véhicules. Nous tournions les prises simultanément en 35 mm et en vidéo pour le contrôle. Yann Sharp, le réalisateur des scènes d'action, et moi-même pouvions ainsi revoir immédiatement l'effet rendu à l'image et apporter des modifications en conséquence. Alors, nous avions plusieurs voitures travelling, en particulier pour tourner les gros plans avec la comédienne Famke Janssen au volant de la Ferrari et ceux de Pierce Brosnan au volant de l'Aston Martin. La Ferrari est en fait remorquée et guidée par la voiture travelling, ce qui permet à la conductrice de se concentrer sur son rôle. J'étais placé à côté de la caméra sur la voiture travelling et je guidais par liaison radio Dominique qui était au volant de l'Aston. Pour les gros plans de l'actrice pendant les 360 degrés de la Ferrari, la voiture effectue un tour complet, enfin même plusieurs tours complets sur elle-même. Nous avons utilisé un simulateur sur lequel nous avons placé la voiture. Ce simulateur est lui-même placé. Ce sont en fait des rails travelling sur lesquels est placé un espèce de tourniquet, un plateau tracté par l'une des voitures travelling. Ce système permet de recréer l'effet de rotation sur lui-même du 360 degrés et le déplacement dans l'espace suggéré par la vitesse de la voiture. Dominique effectue réellement ces 360 degrés à bord de la Ferrari. Pour parfaitement raccorder avec l'acteur, Dominique a effectué donc toute une série de 360 degrés et après une conversion très précise pour arriver dans les lignes, en fait exactement dans le même mouvement que Famke Janssen quand elle était remorquée sur le simulateur. Là, il fallait vraiment une très grande précision pour arriver à reprendre le courant et reprendre cette poursuite sans que les images heurtent le spectateur. C'est l'Aston Martin de James Bond, une voiture mythique. Au revoir et à bientôt.